Et oui, c'est le beau générique de Sépharim sur Radio J, conversation sur les livres, sur le livre avec des auteurs que l'on croit connaître, mais que l'on va peut-être découvrir ou redécouvrir. Des écrivains forcément engagés, comme on disait jadis, on est sur Radio J. Il y a ceux qui sont aussi engagés pour défendre et illustrer la culture juive, au sens le plus large du terme. Notre invité sur Sépharim est de cela ô combien. Bonjour Shlomo Malka. Bonjour Michel Zerbib. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J. Dois-je vous présenter encore à nos auditeurs de Radio J? Alors oui, quand même, on va dire, vous êtes journaliste, écrivain, l'ancien directeur de Radio Communauté Juive, RCJ. Vous avez été, je dis ça en bref, hein, c'est important, l'élève et le disciple d'Emmanuel Lévinas, auquel vous avez d'ailleurs consacré une biographie très remarquable, Lévinas, la vie et la trace. Et vous êtes donc un lévinassien, comme on dit aujourd'hui. Vous nous direz peut-être dans le cours de cette émission ce que signifie justement cette appellation quand on est aujourd'hui un intellectuel juif en France. Et Shlomo, donc je dis, on pourrait vous appeler Salomon, mais Shlomo c'est pour les intimes. Absolument. Vous, Malka, vous êtes un fou de littérature, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut l'être d'ailleurs pour entreprendre cette enquête, ce voyage, ce commentaire qui est l'objet de votre dernier livre qui s'appelle Elena Ferrante, à la recherche de l'amie prodigieuse aux éditions Écriture. Alors, Shlomo, Elena Ferrante, je crois que nos auditeurs ont entendu ce nom. Peut-être que même ils sont allés plus loin en lisant ce livre qui a été un best-seller inouï, plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. C'est Elena Ferrante que je vais citer. C'est 4 livres, hein, ça s'appellerait une tétralogie, c'est ça ? Absolument. Alors on va les citer. Il y a L'amie prodigieuse en 2004, Le nouveau nom en 2015, qui sont traduits en France, Celle qui fuit et celle qui reste, toujours l'amie prodigieuse, en 2017, et enfin L'enfant perdu, le volume 4, toujours traduit d'ailleurs par Elsa Damien, chez Gallimard, en 2018. Alors vous êtes allé justement à la recherche de cet écrivain, qu'il faut le dire tout de suite, reste mystérieuse. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est une femme, ou un homme, ou un collectif. En tous les cas, vous êtes allé, comme d'autres, et chercher à savoir. Mais avant, j'ai envie que vous nous disiez, Shlomo Malka, pourquoi, en quoi ce livre de cette napolitaine, ça on sait que c'est ça, mérite tant d'attention ? Alors, en quoi il mérite tant d'attention ? Et qu'est-ce qui m'a poussé à l'écrire ? À vrai dire, je ne sais pas très bien. Je me suis laissé aller à mon penchant. Il faut jamais se soustraire à ses penchants. J'ai voulu. Ça s'inscrit un peu. C'est un peu disruptif, comme on dit aujourd'hui, dans l'ensemble de mes centres d'intérêt. C'est arrivé comme ça. Oui, c'est ça. Alors vous allez revenir sur le fait comment s'est déclenché cette envie de travailler, d'écrire, d'enquêter. Mais d'abord, dites-nous, vous, ce que vous avez trouvé, c'est quoi cette œuvre d'Elena Ferrante ? C'est vrai qu'il y a eu un téléfilm à la télévision, notamment française. Et qu'est-ce qui donne la force ? Et il y aura sur Canal+, fin juin, la 3e saison de la série télévisée. Il faudra la regarder. D'ailleurs, Canal+ a fait une espèce de podcast avec moi et d'autres là-dessus, et je pense que on redécouvrira à la faveur de la diffusion fin juin sur Canal+, l'histoire d'Elena Ferrante. Ce qui m'a poussé, si vous voulez, à l'origine, il y a ma lecture de ce que vous appelez très justement la tétralogie, c'est-à-dire les 4 tomes de l'amie prodigieuse, mais pas seulement. Il y a eu beaucoup d'autres livres d'Elena Ferrante, et notamment un livre qui s'appelle Frantumalia, qui m'a beaucoup plu, et qui raconte un peu, qui est un peu ce qui pourrait se rapprocher le plus d'une autobiographie, même si elle acceptera pas ce nom. J'ai lu, ça m'a plu et ça m'a intrigué. Ça m'a plu parce que c'est une histoire
pas banal de raconter une amitié entre deux jeunes filles depuis leur enfance jusqu'à aujourd'hui, au fond, dans le Naples de l'après-guerre. Et il y a comme ça 2500 pages sur l'amitié entre deux femmes. On pourrait se dire, a priori, quand vous dites, voilà, c'est l'histoire de l'amitié de deux jeunes filles à Naples après-guerre, on se dit, mais comment ça peut tout d'un coup générer un tel phénomène littéraire, un tel succès? C'est quoi? L'histoire est vraiment ensorcelante? L'histoire est fascinante parce que d'abord il y a un style très prenant, très proche de la vie réelle, et il y a aussi une intrigue. Ça m'a intrigué aussi le fait que cette dame ait pris la décision et passé d'une certaine manière un pacte avec ses lecteurs, disant je ne veux pas de télévision, je ne veux pas de signature de livres, je ne veux pas de photographie, je ne veux même pas qu'on me présente sous mon propre nom, je veux rester totalement anonyme et continuer d'écrire. Et l'anonymat est une condition de l'écriture. Si jamais on m'empêche de rester anonyme, alors je cesserai immédiatement d'écrire. Alors on va voir que dans l'histoire littéraire, vous en parlez dans ce livre, il y a eu d'autres précédents, des prédécesseurs de cette façon d'apparaître sur la scène littéraire. Shlomo, mais je reste sur ma première question. Finalement, vraiment, d'emblée, vous dites en quoi ce livre est vraiment intéressant pour nos auditeurs qui vont le relire. Ils vont lire votre livre, mais ils vont aussi sans doute relire les 4 tomes. Alors, je suis parti d'un certain nombre d'interrogations. Et je pense, bon, d'abord, c'est une énigme littéraire comme je les aime. J'aime beaucoup ce type d'énigme littéraire sur la création. Je suis en train de lire pardon de faire une petite digression. Je suis en train de lire le livre d'Amos Oz en quarto. J'en ai parlé d'ailleurs cette semaine dans Pont-Neuf, l'émission littéraire du jeudi. Et dans ce quarto, il y a une phrase de Amos Oz. Il dit: on se trompe si on cherche le cœur d'une histoire dans l'interstice entre la création et son auteur. Il vaut mieux le rechercher non pas dans l'écart entre l'écrit et l'écrivain, mais entre l'écrit et le lecteur. Et au fond, le rêve d'Elena Ferrante, c'est qu'il n'y ait aucun intermédiaire, il n'y ait pas l'épaisseur d'un papier entre l'œuvre et le lecteur. Ça veut dire que l'œuvre est supérieure, c'est ça que vous dites, Shlomo Malka? Qu'il n'y a pas d'intermédiaire, on n'a pas besoin de savoir, absolument, on n'a pas besoin de savoir qui est l'auteur. Il faut qu'il y ait un accès direct du lecteur à l'œuvre. Et dans une certaine manière, elle a réussi à cela, parce qu'elle a fait ça depuis, on peut pas dire que c'est une stratégie d'auteur, parce qu'elle a fait ça depuis le début, depuis 92, son premier livre, qui s'appelle L'amour harcelant, et dès son premier livre, elle a posé ses conditions. Voilà comment je veux fonctionner. Et c'est curieux, mais les lecteurs ont accepté ce pacte et n'ont pas demandé à aller plus loin. Certains ont demandé à aller plus loin, on va en parler dans quelques instants. Shlomo Malka, je rappelle qu'on est avec vous, qui justement publiez ce livre qui s'appelle Elena Ferrante à la recherche de l'ami prodigieux, c'est aux éditions L'Écriture. On essaye de comprendre ce phénomène, mais vous-même, vous vous êtes penché sur ce phénomène mondial. Et comme vous dites, à l'époque, vous aviez écrit un livre sur le fameux personnage Chouchani. Je crois que c'est votre maître, Emmanuel Levinas, qui dit « Mais pourquoi écrire sur ça ?» La question c'est « Mais pourquoi vous, Shlomo Malka, écrire sur Elena Ferrante aujourd'hui ?»
Ah non, Lévinas disait, quand je lui ai fait part du fait que j'écrivais, il est encore en vie, que j'écrivais sur son maître et référent, Chouchani, que j'avais connu à la fois par Lévinas et par Wiesel, il m'a dit « Ah, il n'y a pas d'autre sujet. » Au contraire. Et bon, alors ça n'a rien à voir avec Chouchani. Bien sûr, Chouchani, c'est une énigme philosophique, une énigme métaphysique, une énigme religieuse qui m'a beaucoup plu de débrouiller. Voilà, vous en avez fait un très beau livre, hein. Oui. On le rappelle pour nos auditeurs, parce qu'il est sorti il y a maintenant une petite trentaine d'années, on dirait. Oui, vous me rajeunissez tout d'un coup, là. Alors, sur Elena Ferrante, alors est-ce que votre maître vous aurait dit, mais il n'y a pas autre chose à faire? Oui, je ne crois pas qu'il est... Mais les phénomènes de création, c'est quelque chose qui l'intéressait. Et en tout cas, moi, je suis parti d'un certain nombre d'interrogations, notamment, est-ce qu'on peut dissocier une œuvre de son auteur? Pour quelles raisons la guerre est-elle absente? Alors, c'est une des questions que j'allais vous poser, parce que tout se passe après la guerre, mais si j'ai bien compris, en lisant votre livre, à aucun moment, cette guerre n'est évoquée. Pourtant, elle a touché beaucoup l'Italie. On y reviendra aussi, les années qui ont marqué l'Italie, le fascisme, les années de plomb. Mais en tous les cas, dans les livres, dans les 4 livres, il n'y a pas cette mention de la guerre. C'est déjà une sorte de mystère supplémentaire. C'est un mystère supplémentaire, mais je remarque quand même qu'il y a un certain nombre de thèmes, comme l'abandon. L'abandon est un thème qui est très présent, pas seulement dans la tétralogie, mais dans l'ensemble de l'œuvre. Le délaissement, la disparition, ce qu'elle appelle la dislocation des limites. Tout d'un coup, les objets sortent de leur gond, elle décrit ça notamment au moment du tremblement de terre de Naples dans les années 80. Quels sont les liens entre la famille Petzenbaum, qui est la famille... Alors attention, on ne va pas trop dévoiler tout de suite, Shlomo, parce que c'est une vraie enquête, c'est un vrai mystère, et vous comportez comme un marcheur, un promeneur, un enquêteur littéraire formidable. Donc on dira dans quelques instants peut-être que c'est un rapport, comme on dit chez nous, avec quelque chose qui a à voir avec les Juifs et l'histoire des Juifs. Mais restons un instant avec vous, Shlomo Malka, puisque vous commencez votre enquête. D'ailleurs, ça se passe au moment où il y a le confinement, hein, c'est ça, l'épidémie. Mais vous allez quand même aller en Italie, et comme pour rentrer dans la tête d'Elena Ferrante, et vous le dites, c'était un peu l'objet de ma première question, il faut absolument passer par l'œuvre. Et c'est là où vous parlez d'un personnage qui est votre ami, je crois, qui est un écrivain de premier ordre. Vous dites qu'il faut aussi aller voir du côté notamment de Eri Luca, un autre napolitain. Oui, absolument. Alors, effectivement, ça se passe pendant la pandémie. À ce moment-là, je suis à Naples pour des raisons tout à fait personnelles. Enfin, j'ai été assister au mariage de notre ami que vous connaissez, Olivier Guès, qui a fait son mariage à Sorrente. Et là, donc, j'ai passé quelque temps à Naples. Et à Naples, j'ai été à la rue... j'ai commencé par la rue Montedidio, qui est la rue où est né Eri De Luca, dont je suis, je le confesse, un grand admirateur. Et je me flatte peut-être d'être aussi un peu son ami. Et donc, j'ai l'habitude de dire que je suis allé à Naples pour rencontrer Eri De Luca, et j'ai croisé Elena Ferrante. Et c'est comme ça que Elena Ferrante, dont les livres se passent, dans la tétralogie, l'ami prodigieux, se passe essentiellement
aujourd'hui on fait visiter les lieux, dans le Rione Luzzati, qui est un quartier très pauvre de Naples, et donc je suis passé de l'un à l'autre. C'est le quartier un peu archétypal, avec les vêtements qui sont étendus aux fenêtres. Absolument. L'image films de Sophia Loren et de l'Italie. Et donc vous y allez. Et où on s'engueule d'un balcon à l'autre, exactement. etc. Une journée particulière, mais ça c'était avant. Voilà. Ça se passe à Rome. Donc c'est intéressant parce que vous dites d'emblée le mystère de cette œuvre. C'est-à-dire cette œuvre très, très importante, c'est bien plus qu'un secret sur le nom d'un auteur, puisqu'on pourrait citer de mémoire, par exemple, Romain Gary et Émile Ajar, mais vous dites que ça va plus loin que ça. Je suis remonté aussi dans les cas d'énigmes de ce genre. Effectivement, Romain Gary, qui a passé son temps. Mais chez Romain Gary, c'était une forme il disait toujours, l'art est une supercherie. Il doit y avoir toujours un peu de supercherie dans l'art. Et c'était un malin, un type un peu fantasque. Et il y a beaucoup de Romain Gary dans Elena Ferrante. Il y a aussi, je creuse aussi le parcours de Milan Kundera. Oui. Milan Kundera, qui est entré dans la Pléiade de son vivant et qui a refusé d'écrire de se présenter, de faire une présentation biographique. Il disait, mes livres suffisent à me raconter. Oui, c'est ça. Donc j'ai une bibliographie. Lui est mystérieux et il vit d'ailleurs à Paris. Ça, on peut le dire, on peut le révéler. Oui, il vit à Paris, pas très loin de son ami Finkielkraut. Je l'ai croisé à quelques reprises et je raconte un peu dans le livre, parce que c'est en même temps une promenade littéraire. Je l'ai voulu comme ça. Je n'ai pas voulu que ce soit une enquête et j'ai pas voulu que ce soit intrusive, parce qu'il y a eu beaucoup de pistes qui ont été ouvertes par d'autres. Moi, j'en ouvre, je crois, un certain nombre, et vous avez raison, il faut laisser aux auditeurs le soin de découvrir parce que c'est passionnant. Ces pistes. Ah ben merci, vous êtes gentil. C'est le livre de Shlomo Malka, non, vraiment passionnant. Donc on va essayer de dire des choses, mais sans tout révéler, parce qu'il y a vraiment une sorte de scénario, c'est très romanesque, un scénario romanesque sur le roman même. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Salomon Malka, Shlomo Malka, Elena Ferrante, la recherche de l'ami prodigieux, cette enquête intéressante. Alors, avant vous, Shlomo Malka, il y a eu un journaliste, il y a toujours un journaliste italien qui a investigué sur le phénomène, peut-être de manière un peu inquisitrice, on se posera la question. Il s'appelle Claudio Gatti. Justement, celui-là, est-ce qu'il a apporté beaucoup à cette enquête, à ce mystère? Est-ce que c'était important, les moyens qu'il a utilisés? Alors, j'explore ces questions de l'énigme littéraire en interrogeant beaucoup de gens, Antoine Compagnon, Gisèle Sapiro, Marianne Matta Bonucci, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et qui est spécialiste du fascisme en Italie, avec laquelle je parle de la guerre et de l'antisémitisme en Italie et des camps d'internement. Et il y a aussi il y a Roberto Saviano, qui est un ami d'Elena Ferrante, et il y a Claudio Gatti, qui est un journaliste italien qui a fait de très très grosses enquêtes et qui vit aujourd'hui à New York, et à ce propos s'est posé à moi le problème de l'intrusion. Jusqu'à quel point on peut être intrusif et rentrer inquisiteur. Et c'est un peu son cas. Parce que, j'ai longuement parlé avec lui à 2 reprises pendant 1 heure en visioconférence, et il m'a tout raconté. Mais il y a quand même une volonté d'entrer dans la
dans les cuisines personnelles d'Elena Ferrante, il a découvert, il a été chercher les déclarations fiscales, il a vu que Anita Raya, qui est traductrice de l'allemand, dans la maison d'édition qui publie Elena Ferrante a gagné beaucoup d'argent et une traductrice. Donc il a, comme on dit en anglais, follow the money, c'est ça l'enquête. Follow the money. Alors lui, c'était en essayant de trouver la trace de ses droits d'auteur, et il s'est dit que ça y est, il avait touché du doigt la fameuse Elena Ferrante. Et évidemment, ça l'a beaucoup choqué. C'est quelqu'un de très sensible en même temps, apparemment. Pendant mon enquête, j'ai pu voir qu'à travers son frère, à travers d'autres témoignages, il apparaît que c'est quelqu'un de très timide. Donc il y a aussi cet élément de déverser sur la place publique toute son intimité. C'était quelque chose de choquant et je n'ai pas voulu refaire la même chose que Claudio Gatti, même si j'ai utilisé naturellement les résultats de son enquête, notamment sur la fameuse famille Petzenbaum. On va en parler dans quelques instants. Vous imaginez bien sur Radio J qu'on ne va pas oublier cette fameuse famille d'origine juive polonaise. Absolument. Nos auditeurs commencent déjà à réfléchir à tout cela. Polonaise est installée en Allemagne et dont une bonne partie a été déportée, dont les parents ont été internés dans des camps et dont la mère d'Anita Raya est une enfant cachée pendant la guerre. Elle a traversé nuitamment les limites, enfin la frontière entre la Suisse, où elle était cachée, et l'Italie, où elle a rejoint en 1945 sa famille. On va y rentrer dans les détails, bien sûr. On reste un instant sur cette enquête, Claudio Gatti, et puis ce phénomène. C'est ce que vous appelez dans le livre la tornade éditoriale, phénomène mondial. Aux États-Unis, on a le fameux acteur américain James Wood qui parle de son admiration pour cette grande dame des lettres italiennes. Et puis il y a carrément une éditrice britannique, elle, dans le Nouvel Observateur, qui dit ne pas avoir lu Elena Ferrante, c'est comme si on n'avait pas lu Flaubert en 1865. C'est marqué, c'est rappelé, évidemment, l'importance qu'aujourd'hui Elena Ferrante, on ne sait pas qui c'est pour l'instant, occupe dans la place littéraire mondiale. Oui, parce que certains font la fine bouche en disant c'est de la littérature de gare. Et je dis non, ça n'est pas de la littérature de gare, ou alors c'est de la littérature de qualité, ou alors Madame Bovary est de la littérature de gare et Anna Karénine est de la littérature de gare. Non, c'est quelqu'un qui a une écriture, qui a une présence, qui a une faculté de bâtir des histoires. Simplement, elle a décidé de rester anonyme. Je ne crois pas d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, que c'est une stratégie éditoriale. Je crois que c'est plus profond. Ouais, c'est plus profond, on va le voir. D'ailleurs, dans votre enquête, Shlomo Malka, on le disait, son style impressionne aussi beaucoup de gens dans le monde. Et alors vous, quand vous allez commencer votre enquête, bien sûr, vous citez le livre de Claudio Gatti, son enquête, mais vous parlez, j'y reviens, à Eri Luca, votre ami, l'écrivain, qui est dans le style aux antipodes d'Elena Ferrante. Et pourtant, vous en parlez en même temps, comme si ça vous donnait des éléments, une idée pour enquêter, pour aller plus loin et pour découvrir un peu mieux Elena Ferrante. Mais parce que je suis tombé de ma chaise quand on m'a appris, quand j'ai appris dans le cours de l'enquête, qu'il y avait eu une étude sémiologique, comme on en fait beaucoup maintenant, ou comment on appelle ça, textographique, quelque chose comme ça, où on met dans un shaker sémiologique trois œuvres. L'université de Pise a décidé de prendre les œuvres
en traduction de Anita Raya, les œuvres de Domenico Starnone, qui est le mari de Anita Raya et qui est en même temps un écrivain très connu. Alors Anita Raya, c'est celle reconnu, qui est censée être Elena Ferrante. Voilà. On le dit pour nos auditeurs, pour qu'ils continuent à suivre le fil conducteur de l'enquête. Et la troisième personne, c'est Eri De Luca. Et on met ces trois œuvres dans un shaker, on agite et on voit de qui se rapproche le plus le style d'Elena Ferrante. Et bon, alors, l'université de Pise a décidé, ça n'est pas mon hypothèse préférée, mais l'université de Pise a décidé que c'était donc Domenico Starnone qui s'en rapprochait le plus. Mais le fait même qu'on ait mis Eri De Luca prouve que l'hypothèse avait un sens. Et du coup, je me suis demandé, je connais bien, Eri De Luca, vraiment, j'étais chez lui, vous savez que c'est un grand hébraïsant. Exactement, il a travaillé sur la Bible, sur la Torah. Voilà. Et il lit tous les matins un verset de la Bible. J'ai été chez lui à Rome et dans sa cuisine, il y a la paracha de la semaine. Toutes les semaines, il prend un verset de la Bible. C'est un juif d'honneur, on pourrait dire. C'est un juif d'honneur, absolument. Et il a appris le yiddish aussi. Alors que justement, est-ce que Eri Luca peut être, en dépit d'un style diamétralement opposé, lui c'est l'art de la concision, de la sobriété, des phrases courtes, est-ce qu'il pourrait être lui-même cette Elena Ferrante? Alors il a pris un air un peu vague quand je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de l'œuvre de... Je ne l'ai pas lu. Il connaît Elena Ferrante, il connaît aussi... il a pris sa défense quand elle a été attaquée de partout en disant « Elle a le droit de rester anonyme si c'est une condition de son écriture ». Par contre, sa compagne, Eri De Luca, m'a dit « J'ai lu un des livres, bon, c'est bien, mais tout le monde sait qui est Elena Ferrante à Naples, parce qu'ils sont tous les deux de Naples, mais elle n'a pas voulu m'en dire plus. Et je me suis amusé à penser qu'il y avait peut-être un rapprochement possible entre Eri De Luca, qui s'intéresse beaucoup au judaïsme, qui a beaucoup écrit sur le judaïsme, et Anita Raya, fille d'enfants cachés, juives polonaises. Oui. Shlomo Malka, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio J. On parle de votre livre passionnant, qui est une enquête, en général une enquête littéraire en particulier. Elena Ferrante à la recherche de l'amie prodigieuse. Aux éditions Écriture, eh bien, je vous propose de nous retrouver dans un prochain épisode. Merci beaucoup.